Bonjour tout le monde et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Je vous rappelle quelques minutes pour l'essentiel de toute l'actu tech, pour l'intégrale de nos discussions tous les matins en live à 11 h. Je vous rappelle notre chaîne Twitch que vous pouvez suivre et dont le replay est disponible juste en bas, là, ici, dans la description. Aujourd'hui, on va parler de réparation, on va parler d'avion, on va parler de dealer de drogue qui est pas très bien. On va parler aussi de séries télé, de chronologie et médias, évidemment d'ordinateur et non, pas de smartphone aujourd'hui, absolument incroyable. Je voulais commencer avec nos petites vidéos de réparation. Je vous rappelle qu'hier nous avons lancé un petit peu cette thématique chez les numériques, vous apprendre à réparer avec Audrey Delorme aka Hercula sur internet. On a publié ce matin la première vidéo et voilà, évidemment je suis obligé de faire une gaffe dessus puisque je mets un téléphone dans l'eau et on va essayer évidemment de le réparer. Vous voyez, on va vous donner à chaque fois les difficultés, les différentes techniques, le temps que ça va vous prendre et ça va vous permettre pour vous de vous aider bien sûr à réparer, améliorer ou modifier vos objets, mais aussi à envoyer ces vidéos à vos proches qui ne s'y connaissent pas trop. Et donc voilà, comment voir si votre téléphone est étanche ou pas, comment savoir s'il a été humidifié à l'intérieur, comment le réparer en cas échéant. Est-ce que cette histoire de sac de riz, de grain de riz, ça marche vraiment ou pas? Vraiment, on vous le dira tout cela dans cette vidéo. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube et vous abonner à cette chaîne avec Audrey et moi, et puis Audrey bientôt et d'autres collaborateurs. Et vous avez vu, on est bientôt aux 100 000 abonnés. Incroyable. On y croit très fort, ça fait très plaisir. Merci de votre soutien ces derniers mois sur notre chaîne YouTube qui revit, ça fait très plaisir. On enchaîne maintenant avec un article important. Un article important. Comment vous exprimez-vous sur Internet et surtout quel emoji utilisez-vous le plus? Le consortium Unicode, le consortium qui ajoute ou retire des emojis de la charte très officielle, nous expliquer que c'est le emoji mort de rire qui l'emporte, tout à fait. Oui, c'est bien lui. L'emoji qui pleure de rire, donc on va dire que c'est une société heureuse. Il est suivi du cœur, de l'emoji qui vraiment se ruffle, qui roule sur le sol en rigolant, le pouce vers le haut, et ensuite ça pleure. Ça fait une prière en high five, on ne sait pas, ou c'est un signe de gratitude, et après beaucoup d'amour. Voilà, ça fait plaisir. On a envie de dire que le monde qui s'exprime en 2021 est un monde plutôt positif, même si ce cher Romain Chaland nous le précise. Évidemment, la beauté des emojis, c'est qu'ils ont plusieurs sens, bien sûr. Et bisous à tous ceux qui utilisent un peu trop l'emoji aubergine et l'emoji pêche. On vous a reconnu. Les véganes, bien sûr. On va passer maintenant à une actu software avec deux mises à jour un petit peu rapidement. Côté Android, nous avons des mises à jour fonctionnelles et des mises à jour sécurité. Et donc les mises à jour fonctionnelles vont permettre d'avoir des nouveautés sur le Pixel 3, 4 et 5, c'est plutôt une bonne nouveauté. Et du côté de Firefox, la version 95 est désormais disponible sur le FTP de Firefox et vous pouvez la récupérer. Elle offre un nouveau système de sécurité qui s'appelle RLBox. On en a parlé ce matin avec des gens qui s'y connaissaient mieux que moi. C'est un système qui permet d'améliorer le système de sécurité dit de sandbox et de stopper les hacks les plus sophistiqués et combinés qui permettent de passer outre les portes d'entrée, on va dire les antichambres classiques des navigateurs. On a hâte de tester ça, donc ce sera sur la version 95 de Firefox, déjà disponible sur la FTP et bientôt disponible pour tout le monde. Passons en même temps un petit peu du côté du hardware avec un ordinateur portable, vous allez voir, qui est plutôt impressionnant et c'est signé Asus. Regardez-moi cet ordinateur qui a l'air plutôt simple, voilà, il n'a pas l'air non plus fou. Il coûte 5000 $. Pourquoi? Parce qu'il est déjà équipé d'une dalle OLED 16 dixièmes, donc c'est plus que de la 4K, c'est du 3840 par 2400. Il peut accueillir jusqu'à un processeur Intel Xeon de 11e génération et une carte GeForce. Évidemment, le but du jeu, c'est de venir concurrencer les MacBook Pro les plus haut de gamme, notamment le M1 Max 16 pouces. Cet ordinateur, dans sa configuration maximum, vous coûtera l'équivalent de 5000 $, ce qui, grande coïncidence, serait le prix d'un MacBook Pro M1 Max équipé de manière similaire pour la RAM et le disque dur. Attention, encore une fois, on compare des OS différents, des jeux d'instructions différentes et des besoins de RAM différents. À voir aussi le point important de ce laptop, qui a l'air d'être extrêmement complet, notamment côté connectique et performance, ce qu'il va donner en termes d'autonomie, de bruit et de chaleur. Voilà, trois des gros points forts des MacBook par rapport à leurs concurrents chez Windows. Ça sortira sur les prochaines semaines et j'espère qu'on pourra mettre nos mains dessus. En parlant d'Apple et des MacBook Pro, nous avons un petit point rumeur avec Raphaël qui revient sur ce qui va arriver en 2022. Il y aura du M2, ça c'est quasiment sûr. Il y aura des versions restylées des MacBook Air, restylées des Mac Mini, peut-être le grand MacBook Pro mais pas cher, peut-être un MacBook Pro 13 pouces pas cher, peut-être un iMac
surpuissants avec des M1 Pro et des M1 Max. Beaucoup de nouveautés chez Apple. On se demande du coup s'ils vont inaugurer le M2 dès l'année prochaine, ce qui est assez sûr. Mais si on aura déjà des M2 Pro et des M2 Max ou si ces derniers vont continuer à tenir un peu le haut du panier chez Apple avant que des M2 Pro, M2 Max arrivent peut-être courant 2023. On va voir si c'est un cycle un peu décalé. Mais vous imaginez bien que la pomme est en train d'envoyer la Max pour terminer, je vous rappelle, sa transition de 2 ans qui s'était donnée depuis juin 2020 pour se débarrasser totalement d'Intel. Passons maintenant aux voitures avec un projet assez étrange, assez singulier, assez beau je trouve, et puis aussi assez triste, vous allez voir pourquoi. C'est un projet entre la marque Maybach, qui est vraiment la marque très haut de gamme du groupe Mercedes, et avec Virgil Abloh, qui était malheureusement donc un créateur, un architecte, un designer de mode, directeur créatif chez Louis Vuitton, et qui est malheureusement décédé la semaine dernière après 2 ans de bataille contre le cancer. Beaucoup de projets lui ont évidemment survécu, parce que pour les gens qui connaissent, Virgil Abloh était un homme extrêmement prolifique, et du coup presque à titre posthume, eh bien nous découvrons cette petite étude de véhicules à la fois de luxe et buggy, à la fois futuriste et à la fois rétro. Évidemment, gardez toujours une hache de luxe dans votre portière, qui du coup a été présentée au début du mois de décembre par Maybach, et évidemment on rend hommage à Virgil Abloh qui a beaucoup œuvré dans beaucoup de secteurs entre le design, la mode et les arts. On enchaîne maintenant avec les voitures, et après avoir montré une voiture, on va vous montrer peut-être de quoi les recharger, c'est important aussi. On commence avec Toyota qui, je vous le rappelle, avait promis d'investir lourdement dans l'électrique. Après, c'est un peu trompé de chemin et être parti, vous savez, un peu comme dans Fast and Furious, quand les deux se séparent. Non, c'est encore une news triste ça. Bon bref, quand quelqu'un se trompe de virage et qui part à droite au lieu d'aller à gauche, c'est un peu Toyota et tout le Japon qui est parti sur l'hydrogène. Voilà. Et ils reviennent maintenant un peu sur l'électrique. 3,4 milliards d'investissements, notamment rien que pour les États-Unis, qui a été annoncé il y a un peu plus d'un mois. Et déjà, eh bien, une première usine ici qui va naître en Caroline du Nord avec un investissement de plus de 1,2 milliard de dollars, 1,3 milliard de dollars quasiment, pour produire plusieurs millions de batteries à l'année. C'est aussi le cas des petites startups avec Arrival qui va créer elle aussi une usine à batterie pour des voitures dans l'état de Charlotte. Et vous voyez, c'est la grande bataille en ce moment des usines. Il faut fabriquer, que ce soit des batteries ou que ce soit des composants. On enchaîne avec les transports, et ce coup-ci on va passer à la moto avec, vous allez voir, une société française intéressante puisque elle s'intéresse à l'affichage tête haute. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un affichage qu'on a surtout vu dans les avions de chasse et certaines voitures, qui vous permet en fait de projeter dans votre pare-brise ou dans votre visière des indications pour vous permettre de regarder la route ou le ciel, littéralement, sans le quitter des yeux, puis avoir peut-être votre vitesse, votre altitude, ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est très très intéressant, et une startup française du coup se penche dessus. La société s'appelle Highlight, et le système s'appelle iRide, et ça va se projeter sur votre moto, votre scooter, si vous avez un pare-brise notamment. On verra si c'est intéressant, et surtout ça permet aux motards et aux gens qui utilisent des scooters d'avoir plus la vue sur le guidon, j'allais dire sur le volant. On enchaîne maintenant, on va passer à un avion. Oui, littéralement un avion. Regardez-moi cet avion, il a l'air plutôt normal lorsqu'il décolle. L'intérêt, il se trouve dans un de ces 2 réacteurs. Pourquoi ? Eh bien parce que l'un de ces 2 réacteurs fonctionnait uniquement avec de l'énergie propre, c'est-à-dire des huiles recyclées et usagées. Tout à fait, voilà. Pour l'instant, c'est un vol commercial qui a transporté 100 passagers. La loi interdit encore aux avions de voler avec 100% d'énergie propre pour une question peut-être de sécurité et de fiabilité, donc là il n'y avait que 50%. Et donc un des réacteurs était chargé de 1900 litres d'huile recyclée. J'espère que ça ne sentira pas trop la friture, mais on nous le promet chez United Airlines, ça donnera beaucoup moins d'émissions de gaz, beaucoup moins de pollution, et puis surtout c'est du recyclage. Et donc c'est très bien. On rappelle qu'il y a beaucoup de chantiers autour de l'aviation pour voler plus propre. Et on a trouvé pour l'instant, mais ça coûte ou très cher ou c'est pas polluant que ça. Compliqué un petit peu. On va rester aux États-Unis maintenant, mais passer du côté des réseaux sociaux avec Donald Trump. Est-ce que vous vous rappelez de Donald Trump ? Oui, on se rappelle tous de Donald Trump. Donald Trump, je vous rappelle, après avoir été balayé de la plupart des plateformes de réseaux sociaux et de publications, entre Twitter, YouTube, Facebook et compagnie, avait promis de créer son propre réseau social, qu'il a finalement inauguré, après plusieurs faux départs, sous le nom de Truth Social, la vérité sociale, d'une certaine manière. Voilà. Une traduction pourrie. Il aurait annoncé, enfin son groupe Média et Technologies aurait annoncé un financement à hauteur de 1 milliard de dollars. Alors attention, c'est Donald Trump qui annonce qu'il a levé 1 milliard de dollars. C'est pas toujours la vérité, voilà, on va dire sobrement. Mais il annonce aussi peut-être,
une fusion avec un groupe pro-Trump qui s'appelle SPAC Digital World Acquisition Corp, qui aurait déjà levé normalement 300 millions de dollars. Donc à voir si avec tout cet argent, eh bien, Truth Social va décoller, et puis surtout si Truth Social va se dépêtrer de ces histoires un peu de droit, puisqu'ils ont un peu copié-collé le code de Mastodon, comme beaucoup d'autres réseaux, mais il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas vraiment cité, et puis surtout, on l'a vu, ce serait déjà une passoire à sécurité. Donc à suivre, de près je ne sais pas, mais à suivre. On va passer maintenant un petit peu à tout ce qui est vie privée, et on commence avec la vie privée de vous, les Français et les Françaises, si vous regardez cette émission, et évidemment bisous aux francophones qui regardent cette émission. Eh bien, on serait de plus en plus friand de caméras de surveillance. Et oui, elles sont de plus en plus performantes, de plus en plus faciles à installer, de moins en moins chères. Elles se gèrent avec votre smartphone plutôt qu'une installation domotique un peu compliquée. Et selon un sondage de l'IFOP et de Boulanger, eh bien, les caméras de surveillance auraient coûté pour 32% des objets connectés qui eux-mêmes auraient compté pour 34% des dépenses ces derniers temps. On imagine que ça va être de plus en plus utilisé et partagé. On espère évidemment qu'il n'y aura pas de débordement en termes d'informations que ces caméras utilisent de vous. Restons un petit peu dans la vie privée avec cette histoire un peu folle dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, des téléphones qui avaient été découverts par des membres du forum XDA développeurs, et première partie du scénario, des téléphones qui ne marchaient pas. Voilà, des gens qui avaient acheté un téléphone d'occasion et qui disaient non seulement il ne marche pas, mais l'interface elle est un peu étrange. Plot twist, épisode 2, on apprend que ces téléphones, en fait, eh bien, ont une interface, un OS caché sous l'OS que vous voyez qui est une sorte de super surcouche. Et qu'en bidouillant l'application calculatrice, on accède à une autre surcouche. Plot twist numéro 3, on apprend que ces téléphones étaient en fait vendus à des personnes du monde criminel qui voulaient essayer de crypter leur communication et échapper à la justice en utilisant ces téléphones un peu spéciaux. Déjà qu'il y avait une surcouche un peu étrange. Voilà. Plot twist numéro 3,5, parce qu'il c'est mélange un peu des deux, 3-4, on apprend qu'en fait cette surcouche, pour ces téléphones vendus à des gens du monde du crime et du deal de drogue, etc., était distribuée et surtout poussée par le FBI. Et oui, le FBI qui avait essayé de vendre ces téléphones à des criminels pour tout simplement les espionner. Et c'est pas fini puisque désormais on apprend que ce téléphone en fait était d'une certaine marque qui s'appelait Anom, comme Anonymous j'imagine, ou Anonymity, que sais-je encore. Mais encore plus drôle, que ces téléphones étaient distribués et promus par un criminel et un dealer de drogue lui-même, un certain Hakan Haik, qui aimait bien se la péter sur les réseaux sociaux, mais surtout qui dealait de la drogue, et qui aurait, peut-être en collaboration avec le FBI, fait la promotion de ces téléphones à ses pairs et collègues, d'une certaine manière, pour leur vendre des téléphones qui étaient en fait des mouchards pour le FBI. J'ai envie de dire, bonne chance dans la vie, Hakan. Je pense que tu vas peut-être recevoir 2-3 têtes de cheval dans ton lit, et j'espère que ce sera le pire qui t'arrivera. Mais c'est peut-être la fin de cette saga des téléphones Anom, mais je pense qu'il y en a un, c'est le début de l'aventure pour lui. On reste dans la vie privée et le pistage avec l'UNESCO, une très très bonne initiative, ça s'appelle Cookie Factory. Alors attention, les drogués de Cookie Clicker et de Factorio, non, ce ne sont pas des jeux de productivité exponentielle. Non. C'est une extension pour le navigateur Chrome qui vous permet de charger des profils de navigation et de faire passer pour quelqu'un qui est amoureux de chats ou une personne qui apprend le chinois tout en regardant beaucoup de vidéos de karaoké, et de voir comment vos navigateurs, et notamment Chrome, va se comporter avec vous sous ces 36 différents profils mis à disposition par l'UNESCO. Très très bonne initiative pour éduquer un peu les gens et leur montrer à quel point votre navigation et tout ce que vous voyez visuellement va vous traquer suivant vos préférences. Allez le tester, ça s'appelle Cookie Factory. On passe maintenant, pas à l'UNESCO, mais on va passer à l'Europe. Et l'Europe et le cloud, c'est une discussion toujours un peu compliquée. La première, c'est, je vous rappelle, Gaia-X, qui était un projet de cloud européen un peu souverain. Eh bien, les membres de Gaia-X sont en train de quitter Gaia-X les uns après les autres. Voici Oster qui part du projet, et ce sont les seconds à claquer la porte après la société Scaleway. Pour eux, Gaia-X, c'est un peu bizarre parce que c'est censé être un consortium et un label de cloud européen et souverain, et en fait ils ont accueilli dans leurs 18 membres 6 membres hors de l'UE, dont au hasard Alibaba, Amazon, Microsoft ou Google. Ça fait plus très projet de cloud européen et souverain,
pour Gaïa-X qui, je sens, commence déjà un peu à capoter et à taper le nez dans l'eau. Ce n'est pas fini de ce côté-là puisque il y a un constat sur le cloud européen et français de Jérôme Leca, cofondateur du cloud privé Scality, qui pense qu'il est trop tard un peu aujourd'hui pour la France et pour l'Europe pour rattraper le retard qu'on a pris sur la Chine et les États-Unis, et que, comme il le dit, on sera un peu relégué aux pousseurs de boutons et à utiliser surtout des solutions qui ne sont pas les nôtres parce qu'aujourd'hui on a trop un grand retard en termes de performance, de business et de déploiement, et une vue un peu pessimiste. Bref, c'est pas gagné pour notre souveraineté technologique, que ce soit d'un point de vue hardware ou d'un point de vue software. Là, on va aller du mauvais côté. On va terminer avec du gaming et beaucoup de SVOD. Un gaming rapide, mais un petit guide très sympa de la part de Wired sur des consoles modernes pour jouer à des jeux pas modernes du tout. On a de l'Evercade ici, on a du Polymega, on a donc l'Evercade portable. On a aussi évidemment les consoles dites officielles avec les Genesis Mini, les Super NES Mini, les Neo Geo Mini. Et puis ils proposent même la Sony PlayStation telle qu'elle, que l'on peut encore trouver pour faire tourner ce Sony PlayStation dans les meilleures conditions, et qui, on me l'a rappelé dans le chat, a un excellent circuit audio très impressionnant et très recherché aujourd'hui. Étonnant cependant de ne pas voir dans la liste un certain Analog, le constructeur star des consoles rétro de luxe. Passons et terminons maintenant sur la SVOD, et on commence avec The Last of Us pour rester un peu dans le gaming, avec un nouvel acteur qui rejoint le casting, et c'est The Moustache, Nick Offerman évidemment, et son rôle légendaire dans Parks and Recs, qui rejoint ce casting très prometteur, et cette série très prometteuse produite par HBO qu'on attend impatiemment. J'espère qu'il sera moins drôle que dans Parks and Recs, parce que c'est pas le but évidemment. On reste dans la vidéo avec The Matrix, et évidemment je vous rappelle Resurrection qui va arriver prochainement et qui fera son apparition le 12 décembre, c'est-à-dire jeudi pour les Game Awards, avec, vous allez voir, une expérience interactive proposée sous Unreal Engine 5 avec ce petit Keanu Reeves plus vrai que nature, encore plus vrai que si c'était Johnny Silverhand qui lui-même est une modélisation 3D de Keanu Reeves. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, c'est peut-être pas clair, mais c'est peut-être le but de la matrice. Passons maintenant à un autre but qui est là pour vous troubler l'esprit, mais au moins vous rigolez en même temps, c'est le Gorafi. Et alors, comme dirait Romain Chaland, ce n'est pas une blague, le Gorafi a été racheté, et a été racheté par DC Company qui voudrait un peu monétiser, commercialiser le Gorafi. Alors, est-ce que une sorte de petit site fait à la main dans son coin, enfin c'est un peu plus que ça le Gorafi aujourd'hui, et hautement satirique et hautement réputé, a pour but de se monétiser avec notamment du conseil et autres, je sais plus ce qu'il y avait, et autres publicités intelligentes, et de la vidéo, je ne sais pas. On souhaite bonne chance au Gorafi, évidemment, qui est un média qui nous fait beaucoup rigoler tous les jours, mais on espère que ce rachat n'entamera pas l'acidité du Gorafi. Autre team rachat, mais ce coup-ci avec de la fusion. Je vous rappelle que la fameuse fusion était TF1 avec M6, je vous rappelle qu'on fait partie du groupe TF1, fait douter France Télévisions, et notamment sa présidente Delphine Ernotte. Elle se demande si Salto, je vous rappelle, Salto c'est la plateforme de SVOD des grands groupes télé français, donc TF1, M6 notamment et France Télévisions. Elle se demande si Salto a encore vraiment du sens maintenant que TF1, M6 sont en train de monter leur propre groupe et certainement leur propre service de SVOD. À voir du coup si Salto, après une existence courte et qui n'a pas encore convaincu tout le monde, va déjà sauter alors que ces acteurs se tirent un petit peu la bourre entre eux et ne se parlent plus trop. C'est pas grave, ça arrangera plutôt Netflix qui continue de caracoler en tête, et Netflix vient d'annoncer, ça me fait très plaisir, une série télé adaptée de cette histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une histoire qui a eu lieu il y a 6 ans. Cette personne-là, une petite grand-mère américaine, envoie une invitation de Thanksgiving pour venir dîner à la maison. Cet homme-là reçoit l'invitation et dit « Bonjour madame, je crois que vous êtes douée d'invitation. » Voilà. Et elle dit « Attends, vous n'êtes pas mon petit-fils ?» Et il lui envoie une photo de lui en disant « Non, je suis vraiment pas votre petit-fils. » Et ils rigolent tous les deux, et puis en fait, bonne ambiance de Thanksgiving, et parce que des fois il y a des belles histoires qui peuvent se passer sur internet. Elle l'invite quand même à dîner, et puis en fait c'est devenu une tradition tous les ans, il retourne dîner avec elle et sa famille, on les reconnaît ici, elle avec son mari qui est désormais disparu, puis lui avec sa compagne, et tous les ans ils se voient pour Thanksgiving. Une histoire tellement feel good que Netflix va l'adapter à la télévision. Passons maintenant du côté de Harry Potter avec l'épisode de la Réunion. Je vous le rappelle, les 20 ans des séries et les 20 ans de films, seront l'occasion pour beaucoup d'acteurs de se réunir et de se remémorer des meilleurs souvenirs. Ce sera un grand moment pour retrouver évidemment Daniel, Rupert et Emma, et évidemment tous les autres héros de la saga Harry Potter. On termine avec du Amazon.
hein. Et on commence avec The Boys saison 3. Je vous rappelle que The Boys, c'est une série de super-héros super feel-good, très sympa, on rigole beaucoup, c'est pour la famille. Je déconne complètement. La saison 3 arrive. La saison 2, je la trouve un peu en demi-teinte, mais la saison 1 était vraiment excellente pour vraiment une des premières, je trouve, œuvres autour des super-héros qui a un peu changé la donne ces dernières années. Voilà, on a tenté d'avoir un regard plus mature et noir sur les super-héros, mais je pense que The Boys a porté le niveau à vraiment très très haut. Et autre surprise avec cette saison 3, eh bien, The Boys se devient ambitieux et cela joue justement Matrix et avec ses animatrix ou Star Wars avec les courts-métrages animés Star Wars qui sont actuellement sur Disney+, puisque The Boys va lancer une série de courts animés qui s'appelle Diabolical, voilà, et il y aura différents auteurs et autrices pour écrire des histoires animées, 8 histoires. Ça donne très envie vu les noms qu'il y a notamment au casting. Voilà. On termine avec Amazon et avec William Shatner et pareil, l'histoire un peu feel good. On vous rappelle que une des boîtes de Jeff Bezos, c'est-à-dire Blue Shepard, a envoyé, Blue Origin a envoyé dans sa navette New Shepard le Capitaine Kirk dans l'espace. Il est devenu le plus vieil homme de l'histoire à aller dans l'espace. Et du coup, ils vont faire un documentaire avec Amazon Prime Vidéo. Comme quoi, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais ça nous fera sûrement plaisir de voir cet homme qui, même s'il a incarné, eh bien écoutez, il a été l'étendard de l'exploration spatiale humaine à travers Star Trek, et bien en fait il avait quand même très très peur d'aller dans l'espace. Et il y a évidemment beaucoup de belles histoires et de storytelling et beaucoup d'émotions. Vous connaissez les documentaires à l'américaine. Voilà pour cet essentiel de l'actu tech. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain peut-être toujours chez moi, avec un décor toujours aussi sexy et généreux, ou peut-être en plateau. À très vite en tout cas. Ciao.